Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'équilibre chimique. Alors on a pu voir les réactions chimiques dans la capsule précédente et je vous ai parlé de l'état d'avancement d'une réaction. C'est ce que nous allons utiliser un petit peu aujourd'hui. Alors on va considérer des réactions qui se déroulent dans des milieux aqueux pour essayer de se rapprocher du système vivant. Donc si on considère donc les réactifs avec leurs facteurs stoichiométriques ainsi que les produits et leurs facteurs stoichiométriques, on peut considérer une réaction avec un sens direct et un sens indirect. Alors, si on considère cet état intermédiaire de la réaction, eh bien, on peut considérer à tout moment eh bien, ce qu'on appelle un quotient de réaction. Ce quotient de réaction, c'est le rapport entre le produit mathématique des concentrations en produits chimiques, exposant leur coefficient stoichiométrique, et le produit mathématique des concentrations en réactifs chimiques, exposant leur coefficient de stoichiométrique. Donc le quotient, lui, est sans unité et chacune des espèces en solution est exprimée selon sa concentration en mol par décimètre cube. Alors il y a une remarque très importante à faire, c'est que d'abord les espèces qui sont solides ou solvants ou précipités, eh bien le terme relatif donc à chacune de ces espèces sera égal à 1. Et quant à l'eau, eh bien il ne doit pas apparaître dans l'équation de la réaction et donc dans l'expression du quotient. Alors, si on considère un exemple donc assez simple, on va considérer qu'on va mettre en présence 10 millimoles d'acide éthanoïque avec 20 millimoles d'ion méthanoate. Et donc, on aura une réaction chimique, donc avec un sens direct et un sens indirect. Et on va considérer un état pour l'intermédiaire dans lequel on aura 3 millimoles de produit. Alors, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire d'abord attention à l'énoncé. On va considérer qu'ici qu'on est à volume constant et on considérera pour la suite qu'on sera toujours à volume constant pour simplifier les choses. Et dans ces cas-là, eh bien, on rappelle que le quotient de réaction, c'est un rapport de concentration. Or ici, nous avons des quantités de matière, mais en fait, comme on est à volume constant, eh bien ça revient au même. La preuve, si on considère effectivement que chaque concentration, c'est bien le rapport entre le nombre de moles et le volume, et que le volume est le même pour chacune des espèces, eh bien très rapidement, on peut considérer que le quotient, c'est le rapport des produits des quantités de matière. Alors du coup, on va se mettre ça de côté, on va se le garder de côté, et on va faire un tableau d'avancement dans lequel on va mettre un état initial et un état intermédiaire, et on va reporter ainsi donc les quantités de matière à l'état initial et on va prendre un état intermédiaire pour lequel on aura donc 3 millimoles de produit. Donc on applique ce que je vous ai expliqué sur les tableaux d'avancement et on va trouver très facilement qu'il va nous rester à cet instant T1 eh bien 7 millimoles d'acide éthanoïque, 17 millimoles de méthanoate et puis 3 millimoles de chacun des produits. Du coup, on peut appliquer l'équation du quotient de réaction et on trouvera donc un quotient de 7,6 10 puissance moins 2. Donc pas d'unité, je vous rappelle. Alors du coup, si on considère pour cette étape intermédiaire pour laquelle on aura 3 millimoles de produit, on aura donc un quotient de 7,6 10 puissance moins 2. Alors considérons maintenant cette fois-ci un état intermédiaire pour lequel on aurait 5 millimoles de produit. Eh bien nous aurions un quotient, vous n'avez qu'à essayer de faire le calcul, c'est la même chose, on aura un quotient de 3,3 10 puissance moins 1. Du coup, on peut constater que eh bien, l'avancement, plus on va avancer dans la réaction, et plus on va aller dans le sens direct. Et il faut savoir qu'en pratique, eh bien, on va calculer plutôt le quotient à l'état initial d'une transformation. Alors, on peut également déterminer ce qu'on appelle une constante d'équilibre. La constante d'équilibre, donc on prend exactement le même type de réaction pour simplifier les choses. Eh bien, lorsqu'un système chimique est dans un état d'équilibre, on atteint l'équilibre, le quotient de réaction a une valeur appelée constante d'équilibre. Alors, là, par définition, la transformation chimique est à l'état d'équilibre lorsque la vitesse de réaction dans le sens direct est égale à la vitesse de réaction dans le sens indirect. Alors finalement, l'expression de la constante sera
le rapport entre le produit mathématique des concentrations à l'équilibre en produits chimiques exposant les coefficients stoichiométriques et le produit mathématique des concentrations à l'équilibre en réactifs chimiques exposant leurs coefficients stoichiométriques. Donc là de nouveau, K est sans unité et chacune des espèces est exprimée selon sa concentration en mol par décimètre cube. Alors, il y a des valeurs de concentration qui sont importantes à connaître. D'abord, il faut savoir que dans le cas du solvant, c'est ce que je vous ai dit au départ, on va considérer que l'eau ne doit pas apparaître, ou autrement dit, l'eau est égale à 1 mol par décimètre cube, donc au final, ne va pas apparaître dans l'expression. Ensuite, pour le cas des ions hydroxonium, eh bien, on a, je vous rappelle, dans les conditions standards, eh bien, une concentration en H3O+, qui est égale à 10 exposant moins pH. Donc, autrement dit, dans les conditions biologiques, c'est-à-dire à pH 7, on aura une expression donc en H3O+, de 0 mol par décimètre cube. Alors, petite remarque sur ces fameuses conditions standards et biologiques. Alors, pour distinguer les deux, eh bien, on va associer l'expression d'un prime. Alors, les constantes d'équilibre que nous avons déjà rencontrées, notamment en première STL, ce sont les fameuses constantes pK et Ka, les constantes d'équilibre de réaction acide-base. Comme le pH c'est égal à moins log de H3O+, et bien le pKa c'est moins log de Ka, donc le Ka c'est égal à 10 exposant moins pK. Donc ça c'est intéressant de l'avoir en tête pour la résolution de certains exercices. Prenons ce cas de figure, donc d'une réaction entre un couple acide éthanoïque ion éthanoate et ammonium ammoniac, et bien pour lesquels je vous donne les constantes, donc pKa. Donc, eh bien, on va appliquer la constante d'équilibre, qui est le rapport des concentrations des produits sur la concentration des réactifs. On va considérer par définition chacun des Ka et on pourra ainsi déterminer le rapport des Ka sur la concentration en H3O+, de façon à réinjecter dans l'équation de départ la constante d'équilibre. Et on va ainsi trouver très facilement la constante d'équilibre qui correspond finalement au 3,2 10 puissance 4. Alors si on considère cette constante d'équilibre de 3,2 10 puissance 4 et que on imagine un quotient de réaction initiale de 4, eh bien on aurait donc alors un quotient de réaction qui serait très inférieur à la constante d'équilibre, donc le système va évoluer dans le sens direct. Alors, ça sert à quoi déterminer la constante d'équilibre? Eh bien, ça sert à prédire le sens d'une réaction. Alors, si on considère que la constante d'équilibre est égale à 1, c'est que la réaction n'est favorisée ni dans un sens ni dans un autre. Si la constante est inférieure à 1, eh bien, on va considérer que la réaction va se faire dans le sens indirect. Mais si elle est très inférieure à 1, c'est-à-dire de l'ordre de 10 puissance moins 4, non seulement elle sera indirecte, mais elle sera irréversible. Et si la réaction est supérieure à K et supérieure à 1, alors la réaction sera réversible. Mais si elle est très supérieure à 1, c'est-à-dire au-dessus de 10 puissance 4, non seulement elle sera dans le sens direct, mais en plus elle sera irréversible. Alors on peut également considérer, comparer le rapport, donc le quotient par rapport à la constante d'équilibre. Si la constante d'équilibre est proche du KI, alors le système sera déjà à l'équilibre. Si le KI est très inférieur à K, eh bien, en fait, on va donc évoluer dans le sens direct, de façon à rapprocher le quotient de K. Et inversement, si le quotient est supérieur à KI, alors on va plutôt faire évoluer la réaction dans le sens indirect, de façon à ce que le quotient se rapproche de la valeur de K. Donc en fait, on va considérer le sens spontané d'évolution d'un système chimique en comparant donc la valeur du quotient et la valeur de la constante d'équilibre. Alors un dernier mot sur le déplacement de l'équilibre. Donc si on imagine une relation chimique et que l'on suppose que nous sommes à l'équilibre, je vous rappelle ici l'équation du quotient. Eh bien si l'on retire une espèce chimique, donc par exemple si on retire ici la valeur de D, on va donc avoir un quotient qui va diminuer. Du coup la réaction ne se retrouve plus du tout à l'équilibre et le quotient va augmenter de façon à
retrouver la valeur de K. Et donc pour augmenter, vous n'avez qu'à regarder la diapo précédente, eh bien le système va évoluer dans le sens direct. On pourrait faire exactement la même chose en retirant l'espèce A par exemple du mélange. Dans ces cas-là, le quotient va diminuer pour retrouver la valeur de K. Donc, et pour cela, on va évoluer dans le sens indirect. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Le Chatelier, qui considère que si on diminue les concentrations d'un constituant du mélange à l'équilibre, la réaction va évoluer dans le sens qui reforme ce même constituant. Et inversement, si on augmente la concentration d'un constituant du mélange à l'équilibre, eh bien la réaction va évoluer dans le sens qui va détruire ce même constituant. Alors il faut savoir qu'il existe également d'autres systèmes qui permettent le déplacement de l'équilibre, c'est notamment la loi de Van Hoff qui tient compte de la température. Mais comme nous en sommes dans un système vivant, eh bien on va considérer que notre température est à 37 degrés et que cette température aura relativement peu d'effet sur l'évolution des équilibres des réactions biochimiques dans une cellule. Voilà, bon courage.